que c'est que l'activité physique? C'est tout ce qui va nous permettre d'augmenter notre dépense énergétique au-dessus de notre dépense énergétique de repos. Il faut arrêter de dire que l'activité physique, c'est bon pour la santé. C'est pas juste bon pour la santé, c'est absolument indispensable. Et donc, on a été actif pendant 300 000 ans et d'un seul coup, on est passif. En 100 ans, on est passé complètement de l'actif à inactif. Donc, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif comme ça, se dire quelqu'un qui est fatigué, qui n'a qu'une envie, c'est de regagner son lit ou son canapé, c'est de la faire bouger. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça fonctionne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneurs, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Santé d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Millet. Alors, c'est une première pour le podcast puisque jusqu'à présent, j'avais fait intervenir en témoignage des dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un spécialiste. Et donc, Guillaume va bien évidemment se présenter, mais je suis ravie d'accueillir Guillaume parce qu'il va nous apporter un éclairage un peu différent de ce qu'on peut trouver sur le podcast. Et pour ceux qui me regardent et qui nous regardent en vidéo, eh bien, il y a quelque chose d'un peu particulier en plus aujourd'hui, c'est qu'on est tous les deux sur notre stepper pour faire cet enregistrement. Et depuis qu'on s'est rencontrés avec Guillaume, il m'a fait prendre conscience de l'importance d'être en mouvement et surtout dans ces moments où on est très sédentaire derrière notre bureau, sur notre chaise, et qu'au final, il peut y avoir des petites choses à mettre en place très simplement. J'avais un stepper qui prenait la poussière chez moi, et bien je l'ai ressorti et je l'utilise aujourd'hui pour faire cet enregistrement. Donc merci Guillaume d'être là. Je vous laisse la parole pour vous présenter de manière plus précise. Bonjour Bérénice, merci pour l'invitation. Je suis donc Guillaume Millet, je suis physiologiste de l'exercice à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et donc mon métier, c'est effectivement de travailler sur la physiologie. Alors, ce n'est pas la physiologie du sport, c'est bien la physiologie de l'exercice, et même on devrait dire, mais ce n'est pas le terme officiel, on devrait dire physiologie de l'activité physique, puisqu'on s'intéresse vraiment au mouvement de façon très globale. Et on pourra peut-être revenir sur la différence entre ces trois termes, activité physique, exercice et sport. Mais globalement, on s'intéresse à la fois au sport et à l'activité physique, donc à la fois à la performance et à ce qu'on appelle le sport santé, mais justement qu'on devrait arrêter d'appeler sport santé. Voilà. Notre métier, c'est d'essayer de trouver les moyens, d'optimiser en tout cas des moyens pour que les gens bénéficient au mieux de l'activité physique et faire de la promotion au sens large de l'activité physique, en travaillant, moi, plus particulièrement sur la fatigue. Et puis, d'un autre côté, je dirais un tiers de nos activités sont plutôt en direction du sport et de la performance. Ok. Voilà, je travaille à Saint-Étienne, sur le site de l'Hôpital Nord. On a un magnifique bâtiment de 2000 mètres carrés
assez unique en France, entièrement dédié donc à l'activité de recherche sur l'activité physique, le sport et à la médecine du sport également. OK. Alors du coup, dans le cadre de votre activité, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur, l'activité physique? Bah, si vous avez 5 heures devant vous, on peut commencer. On va résumer. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire plein de choses, je ne sais pas par où commencer. Peut-être on peut commencer en recontextualisant les choses ou en précisant les choses et arrêter de dire que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Donc déjà, comme je disais, qu'est-ce que c'est que l'activité physique? C'est tout ce qui va nous permettre d'augmenter notre dépense énergétique au-dessus de notre dépense énergétique de repos. Donc, c'est tous les mouvements. Bah, le principal, ça va être la marche, mais ça peut être du jardinage, y compris du ménage, bien sûr toutes les activités sportives, bien sûr lorsque l'on va à la salle, etc. Mais simplement le fait de bouger, même si on n'est pas dans une salle de sport, ça va être de l'activité physique et ça compte. L'exercice, bah, c'est justement quand on va faire de l'activité physique dans un but précis qui est d'améliorer les capacités physiques. Donc, typiquement, je vais à la salle de fitness, je vais faire de l'exercice. Je ne vais pas encore faire du sport, puisque le sport, on connaît tous des sports, on a tous pratiqué des sports. Là, c'est beaucoup plus réglementé. Il y a souvent cette notion de compétition, mais pas toujours. Donc, on peut tout à fait être en bonne santé sans faire de sport. On peut même être en bonne santé sans faire d'exercice. Par contre, on ne peut pas être en bonne santé sans faire d'activité physique et j'ai envie d'ajouter beaucoup d'activité physique. Même si un peu, c'est mieux que rien du tout. Mais globalement, pour la majorité des gens, le plus on fait d'activité physique et le mieux on se porte. En meilleure santé on est. Voilà. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire, il faut arrêter de dire que l'activité physique, c'est bon pour la santé. Ce n'est pas juste bon pour la santé, c'est absolument indispensable. On peut ne pas s'en rendre compte tout de suite lorsque l'on a 20 ans ou 30 ans, mais assez vite, si on est complètement inactif et sédentaire, ce qui est encore une notion différente. La sédentarité, c'est le temps passé assis. Et souvent, les gens enfin souvent oui, malheureusement une grande partie de la population qui est à la fois pas suffisamment active, voire totalement inactive, c'est-à-dire qui ne marche quasiment jamais et qui fait évidemment aucun sport de la semaine, et qui en plus de ça a un métier sédentaire, typiquement un employé de bureau, quoi, par exemple. OK. Et donc voilà, souvent les gens sont les deux. On peut être aussi très actif et sédentaire. On peut rediscuter éventuellement de est-ce que c'est OK ou pas. Mais en tout cas, et après je vous laisserai réagir, mais en tout cas, voilà, moi j'insiste sur le fait de dire arrêtons de dire que l'activité physique, c'est bon pour la santé. C'est pas simplement ça. C'est beaucoup plus. OK. Donc l'activité physique est indispensable, pourquoi? Sur sur quoi elle agit? Bah, sur à peu près tout. C'est bien simple. C'est-à-dire on est des descendants de personnes qui ont été très actives. Alors, qui étaient aussi sédentaires, c'est-à-dire qui passaient beaucoup de temps assis, mais c'est pas le même temps assis que nous. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, ils étaient assis dans la caverne autour du feu, mais déjà, ils n'étaient pas assis sur des chaises et puis souvent, ils se levaient beaucoup, c'est-à-dire qu'ils avaient un temps de sédentarité qui était coupé, ce qui n'est pas notre cas. Nous, quand on s'assoit dans notre fauteuil ou dans notre sofa, on y reste souvent plusieurs heures de suite. Par contre, ils étaient peut-être un petit peu sédentaires, mais ils étaient surtout très actifs, c'est-à-dire qu'ils marchaient entre 12 et 15 kilomètres, peut-être plus, ou ils couraient d'ailleurs, entre 12 et 15 kilomètres tous les jours, tous les jours. Donc, on est les descendants de ces gens-là. Et donc, on ne peut pas, et ça jusqu'à il y a finalement assez peu, depuis que la révolution industrielle, depuis que tout s'est mécanisé, les transports, depuis que les loisirs sont devenus passifs. Donc, je parle évidemment des écrans, mais bien avant les smartphones, la télévision déjà. Et puis, les transports donc, sont devenus passifs, motorisés, et puis les emplois sont devenus de plus en plus sédentaires aussi. Et ça remonte, allez, si je suis large, on va dire une centaine d'années. Et donc, on a été actif pendant 300 000 ans, et d'un seul coup, on est passif. En 100 ans, on est passé de l'actif à inactif, et en augmentant encore notre temps de sédentarité. Donc ça peut pas fonctionner. Notre corps n'est pas préparé pour ça. On ne s'est pas transformé comme ça en 100 ans, c'est impossible. Et donc, du coup, quand on est inactif et en plus sédentaire, eh bien, on s'expose à tout un tas de pathologies que l'on connaît, que sont les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire que notre système cardiovasculaire n'est pas sollicité suffisamment. Si en plus c'est associé évidemment avec l'hygiène de vie en termes d'alimentation, d'alcool, etc., mais c'est encore un autre débat. Dans tous les cas, il faut être actif, même si on n'a pas une hygiène de vie extraordinaire, c'est toujours mieux que rien, effectivement. Enfin, c'est même encore une fois pas mieux que rien, c'est absolument indispensable. Si on peut
avoir des comportements vertueux dans tous les aspects, c'est encore mieux, mais là, on va se concentrer sur l'activité physique aujourd'hui. Ça va être des risques de diabète, ça va être des risques d'ostéoporose, etc. Quand on reprend tous les bienfaits de l'activité physique, je ne parle même pas des effets sur le cerveau, c'est risque de maladie d'Alzheimer, etc. Donc, chaque fois qu'on va mettre en mouvement le corps, notre organisme va sécréter des hormones, on appelle ça des myokines ou des exerkines, en lien avec l'exercice, qui vont avoir des bienfaits absolument généralisés sur le corps et sur tous les organes. C'est-à-dire qu'on n'a pratiquement aucun exemple de fonction organique qui n'est pas améliorée lorsque l'on bouge. Et en termes de prévalence de maladies chroniques, oui, il y a peut-être certains cancers qui sont, que l'on bouge ou pas, ça ne change pas grand-chose, mais les principaux cancers, donc pour la femme, le cancer du sein, pour l'homme, le cancer colorectal, par exemple, sont prévenus en partie, mais en grande partie, de l'ordre de 30%. On a 30% de chances en moins d'avoir ce type de cancer lorsque l'on est actif par rapport à quelqu'un qui serait inactif. Donc, les bienfaits, ils sont presque sans fin, quoi. Ils sont absolument géniaux et c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas être en bonne santé si on n'est pas actif. Ok. Et plus on en fait, j'insiste, le plus on en fait, le mieux c'est. Ok. J'entends souvent, et ça c'est quelque chose qui a un petit peu le don de m'exaspérer, oui, c'est bien d'être un petit peu actif, mais attention, hein, si on en fait trop, oulala, non, ça c'est pas vrai. Faut arrêter avec ça. Oui, il y a un optimum dans tout. Si je bois 50 litres d'eau, c'est bon. On a tous besoin de boire de l'eau. Si je bois 50 litres d'eau par jour, on se doute bien que ça ne va pas être génial. L'activité physique, c'est la même chose. Si je fais 40 heures de sport toutes les semaines, on se doute bien qu'il y a un problème. Mais avant d'arriver à la dose d'activité physique qui va nous mettre potentiellement un petit peu en danger, c'est-à-dire que les effets cessent d'être bénéfiques et deviennent délétères, eh bien, il faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activité physique à tel point que ça ne concerne presque personne. Peut-être quelques athlètes de haut niveau, et encore, ça reste à démontrer, et éventuellement quelques personnes qui sont addictes au sport, mais c'est pareil, c'est une proportion très faible de la population. Donc, arrêtons de tout de suite, lorsqu'on parle des bienfaits de l'activité physique, de tout de suite mettre en avant cet effet dose en disant « Ouh là, attention de ne pas en faire trop ». Non, faites-en beaucoup, variez les activités, et puis tout ira bien. Alors, ok, sur quoi aujourd'hui vous faites vos recherches? Alors, moi, je travaille beaucoup sur la fatigue. Donc, à la fois la fatigue alors ça, aujourd'hui et depuis quelques années maintenant, comme vous pouvez le voir à ma barbe blanche. Donc, depuis quelques années, pour ne pas dire quelques décennies, on s'intéresse effectivement avec mes collègues, avec mon équipe, à la fatigue. Donc, on a commencé plutôt par la fatigue du sportif au début de ma carrière, assez vite du sportif extrême, donc des coureurs d'ultra-endurance, par exemple, et on s'intéressait aux effets de la fatigue sur le système nerveux, sur le cerveau, etc. Et puis, assez vite, on est passé du côté des patients, puisque finalement, c'est là aussi où on a le sentiment d'avoir potentiellement le plus d'impact. Et parfois, on reçoit des mails qui font plaisir et qui nous disent ah, merci, c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience. Donc, typiquement, alors ça, c'est pas issu de mes recherches, mais ce que vous m'avez dit en introduction, c'est chouette. Je me suis remis, j'ai sorti mon stepper, j'ai dépoussiéré mon stepper. Donc voilà, moi, je suis vraiment ravi chaque fois que j'entends des choses comme ça. Alors, quand c'est directement lié avec mes travaux de recherche, c'est encore mieux, bien sûr. Encore que la vulgarisation, la diffusion des bienfaits de l'activité physique fait partie intégrante de mon métier. En tout cas, pour revenir à la recherche sur la fatigue avec les patients, effectivement, on essaye de montrer les bienfaits. Ça marche bien pratiquement chez tous les patients, toutes les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Lorsqu'elles se mettent à bouger, elles vont mieux, elles sont moins fatiguées. Donc, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif comme ça, de se dire quelqu'un qui est fatigué, qui n'a qu'une envie, c'est de regagner son lit ou son canapé, c'est de la faire bouger. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça fonctionne. C'est pas simple, évidemment. Il y a tout un tas de freins à l'activité physique pour les personnes malades et pour les personnes sédentaires. On pourra revenir éventuellement sur cette notion de pourquoi c'est si compliqué de bouger au quotidien, alors que ça vient de nos ancêtres finalement. C'est une notion qui est vraiment intéressante, mais on verra si on a le temps de parler de ça. En tout cas, c'est pas simple de bouger, mais ça fonctionne. Et le plus difficile, c'est un petit peu caricatural, mais c'est pas complètement dénué de fondement, c'est de s'y mettre en fait. C'est de commencer. Au début, bien sûr, il faut se forcer. Et on a la chance d'avoir un cerveau qui aussi peut être un petit peu malléable, qui va retenir. Ça sera toujours un peu difficile de s'y mettre, mais le plus on a d'expérience avec le mouvement,
le plus on a d'expériences positives, tant que faire se peut, évidemment, il faut faire des choses qui nous font plaisir, eh bien, le moins difficile cela devient de s'y mettre régulièrement. Donc, voilà, encore une fois, c'est un peu caricatural de dire il n'y a que le premier pas qui coûte, mais il y a un fond de vérité quand même là-dedans. OK. Alors du coup, dans le quotidien de chacun, concrètement, ça se matérialise comment? Ça se matérialise par à la fois chercher à être le plus actif possible et une idée reçue est de dire: «Oh bah, si je fais pas au moins mon footing ou ma marche de 40-45 minutes, de toute façon ça sert à rien». Donc déjà ça, il faut effectivement se l'enlever de la tête. Chaque fois que l'on peut gagner un petit peu d'activité physique, eh bien, il faut surtout pas se priver de le faire. Donc comme je disais, il faut faire le plus d'activité physique, mais un peu, c'est déjà bien et surtout un peu, petit bout par petit bout, ça fonctionne. Bien sûr, si on est en capacité d'aller faire un footing d'une heure ou 1 heure de vélo tous les jours, il ne faut pas se priver, mais il y a assez peu de personnes en vérité qui font ça. Donc, tous les petits bouts d'activité physique, et encore une fois, l'activité physique la plus simple à mettre en œuvre, c'est la marche, ou le vélo pour aller au travail, par exemple. Ça c'est vraiment idéal. Donc, les transports actifs, déjà, ça, c'est quelque chose qui est chouette. Encore une fois, c'est pas forcément euh, je vais au travail complètement en vélo si j'habite à 50 km. Évidemment, c'est impossible. Par contre, on peut imaginer, bah, je prends un bout de transport en commun et puis je termine à vélo, je termine à pied, par exemple. Voilà. Donc, il y a des solutions qu'il faut à chacun de réfléchir en fonction de ses contraintes. Et les contraintes, elles sont nombreuses et ça, on peut l'entendre. Il y a des enfants à déposer à la crèche ou à l'école, il y a des courses à faire, voilà, il y a un emploi du temps qui est serré chez tout le monde. Il faut quand même se dire que si on fait 5 heures de sport par semaine, ou d'activité physique par semaine, ça correspond à 3% du temps de la semaine. Déjà, 5 heures, c'est énorme. Quelqu'un qui arrivera à faire 5 heures, c'est déjà chouette de faire 5 heures par semaine. C'est-à-dire que ça correspond aux 300 minutes. Vous savez que les recommandations de l'OMS, c'est de dire faites au moins 150 à 300 minutes. Donc 300 minutes, c'est déjà la fourchette haute. Donc effectivement, quand on arrive à faire 300 minutes d'activité par semaine, d'activité physique par semaine, d'assez bonne intensité, d'intensité au moins modérée, on peut se dire que là, on commence à être en bonne santé. Mais donc, on peut dire que c'est la fourchette haute. Ça correspond à 3% du temps de la semaine. Donc, OK, j'entends la contrainte de dire on n'a pas beaucoup de temps et on est dans un podcast pour les entrepreneurs. C'est particulièrement vrai pour eux. Ça, je l'entends tout à fait. Mais réfléchissons quand même à ce chiffre de 3%. Les emplois du temps contraints, serrés, je crois savoir à peu près ce que c'est. On arrive toujours à trouver un peu de temps. Pas tous les Ouais. jours. Des fois, effectivement, non, là, vraiment, la journée est trop compliquée. Personne n'a dit non plus qu'il fallait y aller absolument tous les jours. Mais l'idée de se dire, il faut que j'y aille au moins un jour sur deux, il faut essayer de garder ça en tête quand c'est possible. Donc après, Alors, plus que l'on peut mettre en place. Et après, quoi d'autre? Il n'y a pas que les transports actifs, évidemment. La marche, c'est le plus simple. Mais après, ça va être à chacun de décider en fonction de ses conditions matérielles, environnementales, financières, donc temporelles, et puis surtout de ses envies. C'est-à-dire que tout le monde a des envies différentes, tout le monde est fait pour des activités physiques un peu différentes. Et même si effectivement, il y a sans doute des activités physiques qui sont un petit peu plus vertueuses ou plus impactantes sur la santé que d'autres, au final, le plus important, c'est de pratiquer et de pratiquer beaucoup. Et on ne pratique beaucoup que ce que l'on aime. Donc, allez aussi du côté, allez essayer différentes activités physiques, différents sports. Et puis, vous allez bien trouver au final quelque chose qui vous convient. alors, ce qui me vient en tête par rapport à l'activité physique ou le mouvement au-delà du sport, c'est par exemple prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur? Oui, donc là, on est plutôt sur du casser du temps de sédentarité. Effectivement, le temps de sédentarité, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que je veux être le plus actif possible, mais si je prends juste 3 rangées d'escalier, ça ne fait même pas mes 10 minutes. Il faudrait quand même essayer d'arriver à au moins 10 minutes pour parler vraiment d'activité physique. Les escaliers, ça va être 2 minutes. Mais ça ne veut pas dire que c'est inutile, vous avez absolument raison. Chaque fois que l'on peut casser un temps de sédentarité, il faut le faire. Et donc, typiquement, moi, ce que je fais ou que j'essaye de faire, et c'est toujours délicat de se citer en exemple, mais c'est plus des astuces, il faut le prendre comme ça, pas pour dire regardez ce que je fais, faites comme moi, évidemment, c'est pas ça le but. C'est de dire des petites astuces que j'essaye, moi, de m'appliquer, ça vaut ce que ça vaut. Et voilà, mais en tout cas, d'aller régulièrement, quand je dois aller aux toilettes, j'ai des toilettes évidemment à mon palier, j'ai des toilettes 2 étages plus bas, je vais aux toilettes 2 étages plus bas et je remonte. Donc, ça me casse un peu mon temps de sédentarité.
Voilà. Donc ça, évidemment, l'ascenseur, ça, il faut vraiment oublier l'ascenseur. Si vous êtes à New York et que vous devez aller au 60e étage, bon, je comprends qu'on a besoin de prendre l'ascenseur. Mais globalement, à l'hôtel, même si on va au 5e étage, on peut prendre l'escalier, je suis désolé. Ouais. Encore faut-il le trouver, encore faut-il que les escaliers soient accueillants. Et ça, c'est un autre problème de design actif. Mais les choses sont en train de changer progressivement dans les hôtels. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, enfin, les hôtels et partout ailleurs, il y a une prise de conscience qui se fait et pour inciter les gens à justement être un petit peu moins sédentaires. Mais alors du coup, est-ce que on peut aller sur le sujet justement de la sédentarité et de l'activité physique? Parce que pour moi, ne pas être hem, être dans l'activité physique, c'est ne pas être sédentaire. Mais non, justement, c'est bien ça l'astuce, c'est qu'il faut bien différencier les deux. C'est-à-dire, si je suis inactif, c'est que je ne fais pas au moins mes 150 minutes d'activité physique par semaine. D'accord? OK. Si je suis sédentaire, c'est que je suis assis 8 heures par jour. Alors, ça dépend. Certains disent à partir de 6 heures, on considère qu'on est déjà sédentaire. Mais en tout cas, quelqu'un qui serait assis 8 heures par jour, donc à son bureau, mais aussi le soir, évidemment. Donc, ça comprend le temps des repas, ça comprend le temps devant la télé, devant l'ordinateur, c'est devant la tablette pour regarder sa série, etc. Donc, on y est assez vite quand même. Hein. En tout cas, à 6, c'est sûr. Et à 8, il y a quand même un assez grand pourcentage, pas tout le monde heureusement, un assez grand pourcentage de la population qui est sédentaire, en France en tout cas. Et ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire, typiquement, je vais reprendre moi comme exemple, mais peut-être que c'est votre cas aussi. Je suis actif ou sportif même et sédentaire. C'est-à-dire que je fais effectivement les 150 minutes par semaine, et voire même un peu plus. Par contre, je passe énormément de temps assis à mon bureau. Et en fait, sauf si on est vraiment très, 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 très sportif, c'est-à-dire allez, on va dire, si on fait, et encore, même ça, c'est débattu. Tout le monde, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Mais globalement, on va dire que si on fait 1 heure à 1 heure et demie de sport, et là, je ne parle pas simplement de la marche, de sport par jour, on peut éventuellement accepter le fait que la sédentarité, on peut s'accommoder de la sédentarité. Par contre, si on est en deçà, même si on est actif, c'est-à-dire qu'on respecte les 150 minutes par semaine, mais que l'on est sédentaire, eh bien, ce n'est pas terrible. Et il faut, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut chercher à être le plus actif possible. Je te l'ai dit, le plus, c'est le mieux pour 95% des gens. Et en même temps, chercher à être le moins sédentaire possible. C'est bien ça l'astuce, c'est que les deux, il faut jouer sur les deux tableaux. C'est pour ça que c'est intéressant de différencier ces deux notions d'inactivité et de sédentarité. Et ce terme de sédentaire, il est justement, et moi le premier, on va parfois utiliser le terme de sédentarité pour décrire à la fois l'inactivité et la vraie sédentarité qui est le temps passé assis. Alors qu'il faudrait différencier les deux. Mais par commodité, on dit sédentaire, ça englobe tout. C'est-à-dire, on comprend le fait de ne pas être assez actif et de rester assis trop longtemps. Mais ce sont bien deux notions différentes. Et donc, il y a de plus en plus de recherches qui montrent que, bien sûr, que le temps à son bureau, ben, on a des contraintes professionnelles, il faut être assis à son bureau. Sauf que déjà, ben, on l'a déjà dit en introduction, on n'est pas obligé d'être assis à son bureau. Il y a effectivement des solutions, bureau assis, debout, etc. Si possible, couplé avec soit un tapis, soit un stepper, comme on est en train de Ouais, faire. ou des vélos, ouais, il y a des vélos Voilà, maintenant qui sont adaptés. des petits pédaliers qui valent pas grand-chose et qui peuvent se mettre sous les. Chacun choisira un peu en fonction de ses moyens. Encore une fois, hein, c'est vrai qu'un bureau assis debout, ben, ça coûte un peu d'argent. Donc voilà, tout le monde n'a pas forcément les moyens, en tout cas dans une entreprise, d'équiper toute son équipe avec des bureaux comme ça. Mon sentiment, c'est que ça viendra parce qu'on va se rendre compte à quel point c'est bénéfique et que du coup, même d'un point de vue économique, mais peut-être qu'on va reparler de ça plus tard, de la santé également des salariés et pas seulement des entrepreneurs, parce qu'au final, on a besoin aussi que tout le monde soit en forme dans l'entreprise pour que l'entreprise aille bien. Quoi qu'il en soit, on a besoin effectivement d'être à son bureau, mais on n'est pas obligé de rester effectivement assis 8 heures par jour. Donc, on peut avoir des petites astuces comme ça et puis utiliser. Et ce qui est important, c'est surtout de casser le temps de sédentarité. Alors, sans aller jusqu'à des recommandations, donc les dernières recommandations de l'ANSES sont de faire au maximum, toutes les 30 minutes, il faudrait faire 3 à 5 minutes. Il faudrait bouger 3 à 5 minutes. Donc ça, c'est pas possible. Donc, on comprend bien que c'est le mieux est l'ennemi du bien. Donc, si on demande aux gens de faire ça, ils ne le feront pas. Donc, finalement, ils ne feront rien. Donc, moi, je ne suis pas tellement favorable à ce type de recommandation. Par contre, est-ce que réellement, on ne peut pas prendre chaque heure 1 à 2 minutes pour se lever un peu, faire quelques squats, etc.
je pense que tout le monde est capable de faire ça. Donc voilà, il y a des astuces pas forcément très compliquées à mettre en œuvre. C'est plus une histoire de réflexe, d'habitude de vie que l'on a ou que l'on n'a pas. Et ça, c'est valable à la maison et pas seulement au travail. C'est valable tout le temps, en fait. Il y a des choses aussi bêtes que si n'importe quoi. J'attends mon micro-ondes. J'ai mis mon micro-ondes sur 2 minutes. Bah, je peux rester comme ça en attendant que ça passe ou je peux faire des squats pendant 2 minutes. Voilà. Et si je ne le fais pas, vous allez me dire, bah oui, qu'est-ce que ça peut faire 2 minutes de squat? Bah, sauf que 2 minutes, bah, je vais casser du temps de sédentarité parce que derrière, je vais aller manger, etc. Donc, peut-être je sors de ma voiture et donc ça fait 2 minutes où je vais pouvoir faire un peu des squats. Enfin, c'est des choses qui paraissent un peu presque bêtes à dire comme ça. Mais voilà, si on multiplie ça, si on a ces réflexes de se dire, bah là, qu'est-ce que je peux faire pour voler du temps de sédentarité et le remplacer par un peu d'activité. Et une fois qu'on est un peu rentré là-dedans, voilà, il faut juste y penser. C'est pas forcément toujours très simple. Alors après, des petits outils qui existent, des applis qui commencent à sortir pour programmer toutes les heures, un petit rappel. Donc après, on est aussi submergé par les pop-up, etc. Donc il faut à chacun, encore une fois, de voir ce qui lui convient, mais avec toujours ce leitmotiv en tête. Ce n'est pas juste bon d'être actif, c'est absolument indispensable. Donc, trouvez les moyens qui vous conviennent. Il n'existe pas de vérité universelle qui convienne à tout le monde. Par contre, ce qui est applicable à tout le monde, c'est que si vous restez sédentaire et inactif, assez vite, vous encourez des problèmes de santé assez majeurs. Ok, merci. Je voudrais revenir sur votre activité en tant que scientifique. Qu'est-ce que vous mesurez? Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Alors, on mesure pas mal de choses différentes. Donc, je vous ai dit qu'on travaillait dans un bâtiment 2000 mètres carrés entièrement dédié au mouvement et à l'activité physique et au sport. Et donc, on a vraiment des outils très nombreux et variés. Donc, ça peut commencer par des choses très simples qui sont même parfois simplement des simples questionnaires sur typiquement la fatigue d'une personne. C'est une fatigue subjective, donc on a besoin de la quantifier par des questionnaires. On ne peut pas la mesurer. Mais évidemment, on ne se contente pas de ça. Et on a tout un tas d'outils qui nous permettent d'aller mesurer soit la dépense énergétique, soit les différentes qualités physiques d'une personne. Donc, on va mesurer ce qu'on appelle par exemple sa VO2 max, sa force dans différentes conditions, la capacité de son cerveau à contracter ses muscles au maximum, sa résistance à la fatigue, mais cette fois la fatigue objective, c'est-à-dire je fais un exercice donné, quel est l'impact sur mon corps? Donc, combien je vais perdre de force, de puissance, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la résistance à la fatigabilité pour la différencier de la fatigue. Alors, je parle de mes recherches, mais évidemment, les collègues travaillent aussi sur d'autres choses qui peuvent être vraiment la performance pour la performance, y compris en sprint. Donc, moi, je travaille plutôt sur des coureurs d'ultra-marathon, d'ultra-trail, mais j'ai des collègues qui travaillent aussi sur le sprint, donc ou voire sur les sports collectifs. Hein, voilà, on a tout un tas en termes de performance de sport auxquels on s'intéresse. Pour revenir à la fatigue, on va s'intéresser également parfois, on va aller faire des choses beaucoup plus pointues, du type, on regarde entre avant et après un entraînement, quels sont les effets sur le muscle. Donc, on va prendre un petit bout de muscle qu'on appelle une biopsie musculaire. On va analyser le tissu musculaire pour regarder quels sont les changements. On essaye de mettre en lien les modifications objectives que l'on peut mesurer avec tous ces outils, avec justement les perceptions, la qualité de vie des patients, est-ce qu'ils se sentent plus ou moins fatigués, etc. Et puis surtout, on fait ça dans un contexte où on va remettre les personnes en mouvement, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir dans ces 2000 m² également une salle d'entraînement qui nous est propre, qui n'est pas ouverte au public, qui est réservée à nos patients, que l'on suit dans le cadre de protocoles de recherche. Donc typiquement, ils vont venir, le protocole assez classique, c'est 3 fois par semaine pendant 12 semaines avec différentes indications en fonction des pathologies, etc. Et puis, on va regarder quels sont les effets de cette activité physique, de ce programme d'activité physique particulier sur tel ou tel aspect avec quelques exemples que je vous ai décrits à l'instant, mais qui peuvent être beaucoup plus variés. Et qui renseigne sur les bienfaits. Et surtout, on essaye, comme je vous disais, d'optimiser. C'est-à-dire que si on considère que l'activité physique, c'est un médicament, on n'en est plus à démontrer que ce médicament, il est indispensable. Je vous l'ai dit, ça, on le sait depuis longtemps, y compris sur des problématiques de fatigue qui sont peut-être un petit peu moins spontanées. Ce n'est pas la première chose qui nous vient en tête, mais ça fonctionne et ça fonctionne très bien pour 95% des patients.
Mais du coup, là, on n'en est plus à dire, oui, prenez votre médicament, on en est à dire, quelle est la meilleure posologie, quelle est la meilleure dose, quel est le type d'activité qui vous convient, en gardant toujours en esprit que un médicament ne fonctionne que si on le prend au quotidien. L'activité physique, ce n'est pas un vaccin, c'est un médicament. Donc, il faut le prendre pratiquement au quotidien. Et pour ça, il faut que les personnes trouvent du plaisir. Et voilà, donc on est pris entre ces deux feux de dire, ouais, je veux que les personnes, je veux optimiser ce que font les personnes. Et en même temps, il faut penser au long terme. Et voilà, on en est un petit peu là en ce moment de dire, voilà, qu'est-ce qui vraiment est le meilleur pour les gens. Et on fait des recherches là-dessus. Et puis parfois, on en est aussi encore à l'expérience. On se dit, voilà, l'expérience pas forcément scientifique, le retour des gens, l'expérience d'autres d'enseignants en activité physique adaptée, d'autres coachs, nous permettent de dire, voilà, on va vous conseiller de faire plutôt telle ou telle chose. Donc, nous, on a, avec les collègues du CHU, développé notamment une consultation fatigue au CHU, où les gens viennent quand ils sont fatigués, soit pour une raison inconnue, soit parce qu'ils ont eu une maladie chronique. Et donc, on essaye d'améliorer cette souffrance, ce symptôme en tout cas, qu'est la fatigue chronique et qui est quelque chose qui impacte énormément la vie personnelle des personnes et professionnelle également. Alors, quand je vous entends parler, Guillaume, de l'activité physique, je fais un parallèle, moi, avec l'alimentation, qui est quelque chose de vital pour vivre ou pour survivre, enfin, pour exister. L'eau aussi, enfin, l'hydratation, quelque part, l'activité physique, c'est vital. C'est même plus une question de santé, c'est une question de vie, en fait. Comme le sommeil. Vous pouvez rajouter le sommeil. Voilà, le sommeil aussi, effectivement. Le triptyque magique, évidemment, c'est alimentation. Mais ça, l'alimentation, ça fait maintenant plusieurs années, plusieurs décennies qu'on commence à être un petit peu sensibilisé à ça. Évidemment, il y avait la problématique de la cigarette, mais qui a, comme quoi, quand les politiques veulent, ils peuvent. C'est vraiment là où il faut rendre hommage aussi. Et parfois, parce qu'on décrit souvent les politiques, mais quand ils font des choses bien, il faut le dire aussi. Typiquement, des choses qui ont été faites en termes de sécurité routière, qui ont été faites en termes de lutte contre le tabagisme. Donc, ça, c'est génial. Donc, ça, c'est moins un problème. Par contre, ils ont encore du boulot, nos hommes femmes politiques, pour promouvoir réellement l'activité physique. L'alimentation, on commence à en entendre parler depuis un certain temps. Mais l'activité physique et puis le sommeil sont encore deux parents pauvres des politiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien, bien sûr, que je ne vais pas caricaturer non plus. Et il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il n'empêche qu'il y a quand même énormément de choses à faire et d'autres pays sont quand même beaucoup plus en avance que nous. Et pour l'instant, on en est encore à des réflexions de type, oui, si vous pouvez faire un peu de sport, d'ailleurs, on dit souvent, faites un peu de sport, c'est bon pour la santé. Et j'ai commencé par ça. Et je le redirai 10 fois s'il faut au cours de l'entretien. C'est pas ça. C'est vraiment plus que ça. C'est indispensable et effectivement, C'est vital. ne viendrait à l'idée de dire si je mange 15 000 calories par jour et j'ai pas de souci, ou si je mange 1000 calories par jour, j'ai pas de souci, l'activité physique, c'est la même chose. On va pas se dire, je vais pas manger parce que j'ai pas le temps et ça pendant une semaine, quoi, par exemple. Voilà. Exactement. Et on va pas se dire, je vais pas me laver les dents, c'est pas grave, j'ai pas le temps, je vais pas me laver les dents. Tout à fait. Ouais. Et puis, comme dirait François Carré, qui est un cardiologue qui a des fois des punchlines assez marrantes, il dit donc l'activité physique, c'est aussi régulièrement, et c'est pour ça que je pense à ça, parce qu'il prend cet exemple de dire vous ne lavez pas les dents 7 fois le dimanche. Pour l'activité physique, c'est la même chose. Ne bloquez pas tous sur une journée. Après, quelqu'un qui ferait que ce qu'on appelle des weekend warriors, c'est-à-dire qui ferait beaucoup d'activités physiques le samedi, dimanche et rien la semaine, c'est mieux qu'il fasse ça que rien le samedi, dimanche, on est bien d'accord. Mais on peut faire beaucoup le samedi, dimanche, mais quand même un petit peu le mardi et le jeudi, par exemple. Là, on a tout gagné. J'ai 2 sujets qui me viennent en tête. Une application dont on a parlé, que vous êtes en train de développer. Alors, c'est plus qu'une application, c'est un projet, pour le coup, un autre exemple de projet de recherche, effectivement, qui s'appelle le projet EvaLife. C'est plus qu'une application, puisque l'application, c'est l'interaction avec le public. Donc, soit effectivement des salariés, au départ, c'était notre cible, les salariés des entreprises, soit plutôt maintenant les patients, ou les deux, on espère, à terme. Mais en amont de cette application, il ne s'agit pas simplement d'une application, il en existe pas mal, des applications qui vous aident à faire de l'exercice ou de l'activité physique.
Celle-là, elle est, on l'espère, beaucoup plus originale, puisque l'initiative, ce n'est pas seulement une application, c'est d'abord une station d'évaluation des qualités physiques, des capacités physiques, en mode autonome et une station qui est mobile. Et au départ, notre objectif, c'était justement, pour différentes raisons, on n'a pas réussi encore à aller atteindre le monde de l'entreprise, mais notre objectif initial, c'était justement le monde de l'entreprise, c'est-à-dire d'amener notre station d'évaluation de la force, de l'équilibre, de la souplesse, de l'endurance cardio-respiratoire dans les entreprises. C'est une station qui tient dans une salle de réunion, une petite salle de réunion, et surtout qui est en mode autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de payer quelqu'un on a besoin évidemment de payer quelqu'un pour ramener la station et être sûr que ça fonctionne, mais après, on peut la laisser une semaine dans l'entreprise et il n'y a plus besoin de personne. Les personnes peuvent se tester toutes seules. Ils arrivent avec leur téléphone, elles se badgent et puis elles font les tests en 1 heure et voilà, elles ont un diagnostic un petit peu de leur forme, si vous voulez. Ok. Derrière, on a un algorithme, et ça, c'est la deuxième pièce sur laquelle on est encore en train de travailler. On a un doctorant qui vient d'être financé par le CNRS pour travailler sur cet algorithme, pour pouvoir optimiser le programme d'entraînement sur la base de cette évaluation initiale, mais également sur la base du matériel dont disposent les gens chez eux, potentiellement de leurs envies, de leur feedback. Quand on va commencer à délivrer le programme, il va y avoir un feedback. Est-ce que c'était difficile, pas trop difficile? Est-ce que cet exercice a induit des douleurs ou pas? Donc ça va être intégré par l'algorithme pour ajuster le programme d'entraînement. Et puis la troisième pièce, c'est bien sûr l'application pour pouvoir suivre avec des vidéos et puis tout un tas de consignes le programme. Donc cet outil Evalife, pour l'instant, il n'est pas disponible. On n'a ni monté de start-up encore, ni l'idée forcément de le commercialiser, en tout cas pas dans un premier temps, parce qu'il faut qu'on arrive à le valider. Pour l'instant, il existe à 90 ou 95%. La difficulté, c'est que les 5 derniers pourcents sont souvent les plus compliqués en termes de certification des outils, etc. Donc, on a encore un peu de travail. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. On a déjà énormément avancé. Donc là, on fait des recherches de financement justement pour aboutir à une solution qui serait à la fois, si possible, utilisable par les salariés, enfin par les entreprises, mais également par les patients à domicile. Le programme étant prévu non pas pour être réalisé au sein de l'entreprise, mais à domicile. C'est-à-dire que le test seulement se ferait dans notre idée initiale, c'était ça, le test se ferait dans l'entreprise. Et, et pourquoi on a choisi ça au départ? C'était parce qu'on a besoin d'aller chercher les gens qui sont sédentaires. Et quand on fait, souvent, malheureusement, on prêche un peu des convaincus. C'est-à-dire que les gens qui viennent nous voir, qui viennent nous écouter dans des conférences, etc., sont des gens qui sont… Alors, on espère que notre discours n'est pas complètement inutile, c'est-à-dire qu'on va peut-être optimiser un petit peu ce que font les gens, mais ils sont déjà un peu convaincus. Donc, ce n'est pas ceux-là qu'on a besoin de convaincre. C'est vraiment les gens qui sont sédentaires. Donc, si on va dans les entreprises, peut-être qu'ils peuvent se faire prendre au jeu malgré eux en disant « Tiens, une station d'évaluation, c'est sympa, ça a l'air marrant, je vais me tester. Ah, ben, il y a une appli, je regarde. » Et puis voilà, ils commencent à s'y mettre. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec le premier pas qui compte. Et donc, voilà, on espérait, parce qu'on n'est pas encore allé jusqu'au bout. Alors, dans le cadre d'une thèse, on a montré que ça fonctionnait sur 120 personnes pendant 4 mois, etc. Donc, on a déjà un petit recul, mais ce n'est pas encore optimisé. Voilà, donc je vous disais, on en a un doctorant qui travaille sur l'algorithme. La station n'est pas encore 100% en mode autonome, elle est à 80% en mode autonome. Elle est mobile, ça fonctionne assez bien. Donc, voilà, on peut espérer que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on ait une solution. Alors, on verra si on en fait réellement une entreprise, justement, on verra le modèle économique. Mais en tout cas, on aura un outil qui fonctionnera et on espère qu'il fonctionnera au moins dans le domaine public avec des patients. On peut imaginer la station dans les hôpitaux également. Enfin, voilà, on a pas mal de fer au feu sur ces différents domaines. Voilà, c'est ça le projet Evalife. Ok. En tout cas, j'espère aussi que ça verra le jour prochainement parce que c'est finalement la concrétisation de votre travail, du travail de votre équipe, de la concrétisation de tout ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, vous le faites avec des patients qui viennent à vous et si j'ai bien compris, vous allez nous permettre à chacun de trouver le mode de vie qui nous convient en fait. Et quand je dis mode de vie, c'est cette activité physique qui est un indispensable et qui doit faire partie de notre vie au quotidien. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, puisqu'on a initié des discussions avec d'autres personnes sur Saint-Étienne. On a un institut de prévention en santé globale qui, donc moi, j'ai
moi, je suis responsable, mais avec mes collègues, on pilote une chaire sur l'activité physique, la fatigue et la santé, mais il y a d'autres chaires sur les personnes âgées, sur la santé mentale, sur le cancer, etc. Et donc, on a une réflexion plus globale pour voir comment on pourrait intégrer les différentes facettes de la santé, justement, à l'application EvaLife. Pour l'instant, c'est effectivement une application qui concerne uniquement l'activité physique. J'ai expliqué depuis 40 minutes l'importance qu'avait l'activité physique. Je pense que c'est, mais je ne suis pas très objectif, vous l'avez compris, je pense que c'est vraiment le pilier numéro un, mais je n'ai pas dit non plus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'il n'y avait que l'activité physique dans la vie. Je crois même que j'ai dit un petit peu le contraire en introduction, de dire qu'il y a bien sûr qu'il y a d'autres aspects. Et on va essayer d'intégrer justement dans EvaLife, ça c'est notre projet peut-être à plus long terme, les autres aspects en termes de prévention, justement sur la santé mentale, par exemple, sur le sommeil, sur la nutrition, etc. Et voilà, à terme, on aimerait bien que ça soit une application globale pour justement essayer d'influencer le mode de vie des gens, évidemment, pour qu'ils aient un comportement de prévention en termes de santé le plus vertueux possible. Tout ça en étant voilà, très précautionneux sur le fait de ne pas stigmatiser non plus les gens. Ça, c'est vraiment important. Quand je disais que l'activité physique était absolument indispensable, il ne faut surtout pas interpréter en disant mais allez, bougez-vous, vous voyez bien qu'il faut bouger, que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Et j'ai même dit le contraire. J'ai même dit que c'était le comportement par défaut, c'est justement d'être attiré par son canapé. Et ça s'explique justement par l'évolution où nos ancêtres, certes, ils devaient aller chasser-cueillir, donc ils faisaient ces 15 km par jour, mais par contre, comme ils n'étaient pas sûrs de trouver à manger en rentrant de la chasse, quand ils n'avaient pas à dépenser l'énergie, ils restaient justement assis autour du feu. Et nous, on est les héritiers des descendants de ces gens, et donc du coup, le comportement par défaut, c'est de s'asseoir. Sauf que je rappelle qu'ils n'étaient pas assis sur des fauteuils. Donc, mais surtout, la grosse différence, c'est qu'eux, ils faisaient 15 km par jour, ce qui n'est pas plus notre cas. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas stigmatiser les gens, parce que finalement, c'est assez logique que l'on ait ce comportement par défaut. Mais il faut pas l'accepter pour autant. Sachant que ce n'est pas dans notre nature, en fait, dans la nature humaine, et c'est ce qui explique aujourd'hui, et depuis depuis longtemps, tous les dysfonctionnements physiologiques, les maladies. Le surpoids, le diabète, toutes les maladies cardiovasculaires, etc., tout ce qu'on a décrit un peu en introduction, qui sont des pathologies nouvelles finalement qui n'existaient pas quand on était très actif. Et encore une fois, rappelons-nous que ça, c'est depuis une petite centaine d'années, puisque finalement, certes, on est passé, ça fait quand même maintenant 10 000 ans ou 6 000 ans peut-être qu'on a inventé l'agriculture, donc on s'est déjà un petit peu sédentarisé depuis 6 000 ans, mais 6 000 ans par rapport à 300 000, déjà, c'est pas très long. Et même entre il y a 6 000 ans et il y a 100 ans, bon, les gens, certes, les agriculteurs étaient sédentaires, mais enfin sédentaires pas au sens assis, justement. C'est-à-dire qu'ils restaient assis, ils restaient même dans leur ferme, etc. Mais par contre, la dépense énergétique qu'ils devaient avoir chaque jour pour aller dans les champs, c'était évidemment pas la même y compris les agriculteurs actuels, même si je pense qu'ils sont quand même plus actifs que la majorité des gens. Mais voilà, en tout cas, les agriculteurs, il y en a très peu, ils sont sur leur tracteur, et puis tous les autres, ils sont pas là-dedans, évidemment. Et donc, c'est vraiment que depuis une petite centaine d'années que la majorité des métiers, par exemple, se sont transformés en des métiers qui ne demandent plus aucune ou presque dépense énergétique. Et on peut s'en féliciter d'une certaine façon, oui, c'est moins pénible, etc. Mais la vérité, c'est que il faut remplacer cette activité, cette dépense énergétique qui, certes, était associée à la pénibilité de la tâche, par une activité physique équivalente, mais si possible, plus plaisante. Donc là, ce sont les conséquences ou l'impact du progrès, on va dire, sur nos besoins physiologiques. Et nos besoins physiologiques n'ont pas évolué et n'évolueront pas parce que c'est ce qui fait vivre un être humain. Ouais, peut-être dans 300 000 ans, on pourra en reparler, mais pour l'instant… parce que dans 300 000 ans et puis on verra. Je me demandais justement si l'être humain pouvait s'adapter, mais au final, là, on est quand même sur des fonctions vitales du corps humain. L'activité physique, le sommeil, l'alimentation. C'est du vital. Donc, en fait, quelque part, ça ne changera jamais. On aura toujours besoin de ça pour pouvoir exister. Ouais. Alors, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'alimentation, c'est pareil. Ça, on a changé
certes, on a plus à manger, donc ça, c'est peut-être un petit peu pour là. Je parle évidemment des pays riches, hein, parce qu'il ne faut jamais Mmh. oublier que c'est pas le cas partout dans le monde, hein, n'oublions jamais ça. En tout cas, de nos pays occidentaux, et puis là encore, même chez nous, il y a des gens qui ne mangent pas leur faim, il ne faut pas oublier ça non plus. Mais en tout cas, pour, on va dire, la grande majorité des gens, c'est quand même plutôt l'excès de nourriture que le manque de nourriture qui est problématique. Mais plus encore que l'excès de nourriture, c'est la malbouffe qui est problématique. Mmh. Parce qu'on n'a plus le temps de rien. On n'a plus le temps pour faire l'activité physique, mais on n'a plus le temps non plus pour cuisiner. Donc, du coup, on prend des produits transformés et ça, c'est vraiment problématique. Apparemment, les effets les effets délétères de l'alimentation, c'est presque plus sur la qualité, enfin, c'est pas presque, c'est certain, plus sur la qualité des aliments que sur leur quantité. OK. Et puis pour le sommeil, c'est la même chose, c'est-à-dire que les écrans, d'abord l'invention de l'électricité, puis de la télévision, puis des réseaux sociaux, d'internet, et cetera, a fait qu'on a une pression du sommeil, on a tendance à réduire en fait, tous autant qu'on est, notre quantité de sommeil. Y compris pour des gens qui n'ont pas forcément des emplois du temps, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaillerait 35 heures par semaine, je serais prêt à parier qu'il y a beaucoup, parmi ces gens-là, des gens qui ne dorment pas suffisamment parce que la télévision tard le soir, parce que les réseaux sociaux, et cetera. Et donc ça a aussi une conséquence sur la santé. Pour 2 raisons. Déjà, le manque de sommeil fait que l'on a, enfin même 3 raisons. On a des capacités cognitives, qui sont, on s'en rend pas compte en fait, parce que comme c'est comme ça tous les jours, finalement, on a l'impression de bien fonctionner, mais en fait, on fonctionne pas de façon optimale. 2e raison, on ne dort pas assez, eh bien, on va avoir un comportement, aussi détérioré par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire qu'on va manger plus, et évidemment pas plus de carottes râpées, hein, vous m'avez compris. Ça s'explique aussi par des sécrétions hormonales qui sont modifiées lorsque l'on est en privation de sommeil. Donc l'hormone de la satiété va diminuer, l'hormone de l'appétit va augmenter. Et puis quand on est fatigué parce qu'on n'a pas assez dormi, eh bien on a évidemment d'autant moins envie de se bouger. Et donc c'est un peu le cercle vicieux. Donc tout se tient en fait. C'est pour ça qu'on parle vraiment de triptyque alimentation, sommeil, activité physique. Mmh, 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 mmh. C'est dans tout et inversement. OK. On a parlé, avant de faire, l'enregistrement de l'entrepreneur, vous avez élargi le sujet aux collaborateurs, évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire pour, on arrive bientôt à la fin de cet enregistrement. Qu'est-ce qu'on peut du coup, dire sur ce sujet du dirigeant, mais aussi bien évidemment des collaborateurs? Oui, alors le dirigeant, en plus, je pense, le stress lié à la responsabilité de l'entreprise, alors sans dire que les autres ne sont pas stressés, évidemment, tout le monde est stressé de toute façon de nos jours, mais peut-être c'est encore plus vrai pour le dirigeant. Donc ça, c'est une autre raison pour laquelle il ou elle devrait essayer de rester actif, parce que ça permet de mieux gérer le stress également. Ça, c'est un des effets connus de l'activité physique, Mmh. d'avoir un cerveau qui est bien oxygéné, d'avoir aussi des productions, là encore, de neurotransmetteurs en lien avec l'activité physique. Tout ça, ça permet de mieux gérer son stress. Et puis, le dirigeant, moi, je le vois un peu comme un athlète de haut niveau avec une charge de travail importante. Alors, souvent, malheureusement, elle n'est que mentale. Ça serait bien qu'elle soit un petit peu physique aussi, cette, cette charge, mais ça fait rien. Il faut, bien sûr, on entend, ils ou elles ont besoin de travailler beaucoup, ça on peut le comprendre. Mais parfois, moi j'aime bien faire le parallèle avec les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire que oui, les athlètes de haut niveau ont besoin de s'entraîner beaucoup, mais il y a une notion qui est importante dans le Mmh. sport, c'est la Je vois bien. notion de récupération. On appelle même ça Ah oui. l'entraînement invisible, c'est-à-dire que ce n'est pas celui qui s'entraîne le plus qui est forcément le meilleur. C'est vrai dans la globalité, les gens qui sont capables de s'entraîner beaucoup sont souvent bons. Par contre, à un moment donné, il peut y avoir une rupture, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du surentraînement parce qu'ils n'ont pas forcément. Alors, ça peut fonctionner de s'entraîner beaucoup pendant des années, puis d'un coup, il y a un petit grain dans la chaussure qui fait que ça peut être en lien avec le sport, mais ça peut être en lien avec l'extra-sportif, ça peut être des raisons personnelles, etc., font que finalement, ils ne sont plus capables de supporter cette charge de travail. Et donc, s'ils continuent, ils vont dans le mur, ils sont surentraînés, du coup, ils sont de moins en moins performants. Et comme ils sont moins performants, ils vont s'entraîner encore plus et c'est le cercle vicieux. Et je pense que, dans une certaine mesure, le monde de l'entrepreneuriat, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que oui, on entend
que celui qui a la force de travail la plus importante, il y a des chances que ça fonctionne mieux pour son entreprise. Mais il peut y avoir aussi une limite. Et à un moment donné, vouloir toujours tirer sur la corde en termes de je réduis mon temps de sommeil avec des conséquences, triples conséquences dont on a parlé. C'est-à-dire je suis moins performant sur le plan cognitif, ce qui est quand même pas terrible pour un chef d'entreprise. Je suis plus stressé, j'ai de moins en moins de faire de l'activité physique, je mange plus mal, etc. On comprend bien que ça peut pas fonctionner. Et donc, se garder des temps pour soi et surtout, alors on peut le passer à différentes choses, mais moi, évidemment, je suis un avocat de l'activité physique et je pense vraiment que se détendre, c'est très bien, c'est important. Mais par contre, si on peut se détendre en étant actif et en ayant une dépense énergétique, si possible, élevée, et là, on a des solutions aussi qui existent pour faire un peu des boosts d'activité physique un peu intenses qui ne prennent pas trop de temps, mais qui permettent de dépenser énormément d'énergie. Ça aussi, ce sont des choses qu'il faut arriver à… Et encore une fois, ce n'est pas simplement il faudrait pouvoir le faire. Je pense que c'est vraiment important, y compris pour être plus performant au quotidien. C'est-à-dire que oui, on va passer peut-être un petit peu moins de temps, mais je ne parle pas de 2 heures par jour, je ne parle même pas d'1 heure par jour, je parle peut-être d'une demi-heure par jour. Et prendre cette demi-heure ou 1 heure tous les 2 jours permet vraiment d'être plus performant et donc y compris plus performant pour son entreprise. Donc c'est pour ça que je fais le parallèle entre les deux. Oui, globalement, le plus on en fait, le mieux c'est vrai, mais jusqu'à quand même une certaine limite et surtout parfois d'un mois à l'autre, ce qui était vrai un mois, ça fonctionnait bien, pour une raison X ou Y peut ne plus fonctionner et donc il faut aussi savoir réagir et donc prévenir tout ça, c'est vraiment chercher à être actif. Alors évidemment, il faut rester un peu comme je disais tout à l'heure pour la sédentarité, il faut pas on comprend bien qu'on ne va pas demander à un chef d'entreprise qui travaille 70 heures par semaine de faire 1 heure de sport tous les jours. Certains le font d'ailleurs, entre parenthèses. Certains le font, en sont convaincus et y arrivent et ils ont des bonnes performances. Mais quelqu'un qui ne serait pas naturellement attiré par ça, il faut absolument qu'il le devienne. Sans faire 1 heure par jour, mais allez, 1 heure tous les 2 jours, 45 minutes tous les 2 jours, avec des activités un peu intenses, ou pas d'ailleurs, mais c'est le minimum. Et franchement, ils seront mieux dans leur tête, dans leur corps, et du coup, leur entreprise, je pense, ne s'en portera que mieux. C'est mon avis, j'en suis vraiment intimement persuadé. Je ne l'ai pas montré scientifiquement, certes, mais ça, j'en suis vraiment convaincu. Ok. Est-ce que vous avez envie de rajouter d'autres choses, Guillaume, par rapport à votre activité, par rapport à l'impact que vous pouvez avoir? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué que vous aviez en tête? On a parlé de pas mal de choses. Peut-être juste parler d'un autre projet qui me tient à cœur et j'attends, là, dans 15 jours, je devrais avoir la réponse. Peut-être que quand le podcast sortira, eh bien, ce projet tombera à l'eau, mais j'espère que non. J'attends la réponse ce qu'on appelle un comité d'éthique pour savoir si j'ai le droit de mener à bien ce projet qui me tient à cœur depuis plus d'1 an maintenant. C'est le projet Zéro Toussaint. Il s'agit de prendre des personnes sédentaires et de les emmener justement pour essayer de démontrer que le plus on fait d'activité physique, le mieux c'est. Donc, on va les emmener en 18 mois à être finisher de la CCC, qui est un 100 km de l'UTMB. Et voilà, donc on attend l'avis du comité d'éthique. Si ça fonctionne, si on me donne l'autorisation de le faire, eh bien, à partir du mois de février, on va tester 40 personnes, 20 hommes, 20 femmes, qui vont se mettre à s'entraîner progressivement et de plus en plus jusqu'à arriver à une dose d'entraînement qui leur permettra d'affronter les 100 km de la CCC en août 2027. Du coup, ils commenceront l'entraînement en mars 2026. Voilà, donc c'est un projet évidemment qui est dans la lignée de ce que j'ai fait jusque-là, qui rejoint d'ailleurs à la fois mes préoccupations pour la santé et aussi pour le trail, qui est un petit peu ma passion personnelle. Entre parenthèses, un autre aspect que l'on aurait pu évoquer, c'est l'importance de la nature également, c'est-à-dire faire du sport bien. Si on peut être dehors, y compris dans des parcs, même si on est au parc de la Tête d'Or, par exemple, au Quai de Lyon, c'est mieux qu'être dans les rues. Donc, chercher quand même un peu le vert quand c'est possible. En tout cas, le week-end, si c'est possible, c'est vraiment génial. Mais voilà, en tout cas, ce projet Zéro Toussaint, c'est ça. Et donc, peut-être qu'on aura vous aurez l'occasion d'en entendre parler. Si jamais ça fonctionne, on devrait en parler un petit peu. Ok. Et vous cherchez des candidats pour faire partie des 40 ou vous avez déjà tous ces gens-là autour de vous? Je n'ai pas de candidat parce que je n'ai pas le droit pour l'instant de recruter des personnes.
contre, j'ai les pré-candidatures et j'en ai 850, donc je devrais pouvoir trouver 40 personnes. Ah oui, d'accord. Ok, donc très bien. Énormément aux médias, qui plaît énormément au public. Voilà, j'ai plus qu'à espérer qu'il plaise également aux personnes qui donneront l'autorisation éthique. Eh oui, effectivement. Eh ben, on va croiser les doigts, Guillaume, et on espère que ce projet qui vous tient à cœur aboutira. En tout cas, il fait écho avec ce que l'on prône sur ce podcast, la santé du dirigeant, mais pas que, finalement, la santé de l'être humain, qui n'est pas un luxe, qui est juste un indispensable. Si j'ai bien retenu la leçon. Y compris sur le plan économique, c'est ça le truc, c'est que j'en ai parlé dans le cadre de l'entreprise, mais même sur le plan de la société, c'est-à-dire que c'est ça qui est, on a un peu du mal à comprendre. Enfin, bien sûr qu'on comprend, on peut analyser les causes, mais si c'était le choix de dire, ben, on met de l'argent dans la santé, mais ça va coûter de l'argent au pays, mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'argent que l'on met dans l'activité physique est bénéfique, y compris sur le plan économique pour le pays. C'est ça qui est difficile à. Encore une fois, oui, il y a des causes, pas forcément des causes très reluisantes d'ailleurs, mais en théorie, il n'y a aucune raison que l'on ne mette pas plus d'argent dans la promotion de l'activité physique parce qu'on va faire gagner de l'argent à la société, évidemment, parce que les gens seront plus en forme et coûteront moins cher à la sécurité sociale. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Ouais. Non, c'est pas simple, mais en tout cas, c'est prouvé par des études scientifiques que oui, chaque euro que l'on met dans la promotion, alors de la santé en général, mais évidemment, nous, on est là pour parler plutôt d'activité physique, chaque fois que l'on met un euro dans la promotion d'activité physique, puisqu'on a besoin de le faire pour les raisons que l'on a expliquées, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas naturellement, on a expliqué pourquoi, donc il faut le faire, parce qu'on ne peut pas accepter que les gens soient inactifs et sédentaires, et si on le fait, les gens vont mieux, coûtent moins cher, et donc le pays va mieux. Donc je ne dis pas que les 40 milliards dont on a besoin, on peut les gagner uniquement en faisant bouger plus les gens, mais je suis pas loin de le penser quand même. On a bien compris, mais après là, on va partir sur un sujet, un autre débat qui pourrait prendre encore plus que 8 heures. Donc, mais voilà, en tout cas, l'idée est là. Mais si déjà chacun fait pour soi, pour son corps à soi, enfin, sans parler de l'État et de devoir lancer des plans de communication sur l'importance du mouvement, de l'activité physique, chacun peut en avoir conscience et se dire, bon, bah, allez, qu'est-ce que là, je vais faire aujourd'hui pour augmenter mes dépenses énergétiques, quoi. Et on pourrait presque se dire, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre pays, mais évidemment, je plaisante à moitié. Et n'oublions jamais que la stigmatisation ne sert à rien. Donc, on a vu que c'était le comportement par défaut, mais on a vu aussi qu'il ne fallait pas l'accepter sur le plan collectif. Donc, faisons tout notre possible. Et moi, chaque jour, j'œuvre pour ça. Bon, je ne sais pas si je suis très utile, mais en tout cas, je fais de mon mieux pour aller dans ce sens. Bah, vous êtes le petit colibri de la société et il en faut, hein, forcément. Hein, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Justement, on a l'impression que c'est un petit. Alors, je ne parle pas de mon rôle, hein, mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on a l'impression que c'est le petit plus à la société, si on est un peu plus actif, mais vraiment, j'insiste sur l'importance de cet aspect-là. Il y a des choses évidemment plus graves. Les préoccupations écologiques, c'est encore plus important sans doute, mais vraiment la sédentarité et l'inactivité, c'est un vrai problème de santé publique, c'est absolument majeur et on commence à peine à comprendre à quel point c'est dramatique. Ça vient, il y a quand même des signes positifs, donc continuons à bosser et puis ça finira par payer. Exactement. Et puis bah du coup, on le fait chacun à notre manière. Et merci d'avoir pris du temps pour témoigner sur le podcast. Et c'est aussi l'objet et la vocation de ce podcast, c'est de pouvoir prêcher la bonne parole au plus grand nombre sur la santé du dirigeant, mais au final, on est sur la santé de chacun. Voilà, donc merci infiniment, Guillaume. Vous comprendrez qu'à un moment donné, il faudra me couper le micro, sinon je vais continuer à parler. Mais juste un point qui est important sur la santé des dirigeants, c'est les études montrent que les dirigeants qui sont eux-mêmes sportifs et actifs font plus pour leurs salariés dans ce domaine-là. Donc ça, c'est important aussi. C'est pour ça que convaincre les dirigeants aura aussi indirectement un impact sur leurs salariés. Donc, pour ça que j'étais aussi ravi de participer à votre podcast. D'accord. Eh ben, merci pour cette conclusion, Guillaume.
Et merci à tous de nous écouter et de partager cet épisode à votre entourage pour que cette parole soit diffusée au plus grand nombre. Il en est une affaire d'État. Et à vous. Merci. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!